Rajeunir et embellir avec l'acide hyaluronique, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Il s'agit d'un outil incontournable dans la médecine esthétique d'aujourd'hui, avec des résultats remarquables, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, et des résultats étonnants, comme vous pouvez le voir sur cet autre exemple. Il vous est peut-être arrivé de vous demander, en voyant quelqu'un, qu'est-ce qui avait bien pu arriver à ce visage, et peut-être vous êtes vous-même demandé si ce n'était pas la chirurgie qui était en cause. Alors peut-être êtes-vous devant cette vidéo pour que justement cela ne vous arrive pas, pour que vous ne soyez pas une de ces victimes comme celle que vous avez pu voir. Beaucoup de mes patientes, lorsqu'elles viennent en consultation, lorsque je leur propose l'acide hyaluronique, me disent « Oh là là docteur, surtout pas, je ne veux pas m'en trouver avec des lèvres énormes, vulgaires, ou avec ces pommettes incroyables, lunaires, telles que l'on en voit maintenant. » Je vois les mêmes témoignages sur les forums auxquels je participe. Pourtant, il existe également beaucoup de patientes pour lesquelles il s'agit d'un outil qui permet des corrections subtiles en vue d'attendre, si cela est besoin, une éventuelle chirurgie plus tard. D'autres enfin ont bien compris qu'il y avait là une possibilité d'embellissement, qu'il s'agisse par exemple des lèvres ou du regard. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela n'est pas très clair, et c'est l'objectif de cette vidéo que de clarifier ce sujet. Donc je me présente, je suis Dr Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en chirurgie esthétique, mais j'exerce également en chirurgie plastique pédiatrique à l'hôpital d'enfants Necker à Paris. Je me suis installé en 1994, j'ai donc maintenant une certaine expérience que je veux vous faire partager aujourd'hui dans ce domaine particulier qui est celui de l'acide hyaluronique. Voyons tout d'abord ce qu'est l'acide hyaluronique. En cosmétique, en médecine esthétique, c'est un gel que l'on trouve à l'état naturel dans nos tissus. Il participe à leur jeunesse et à leur fonction. En médecine esthétique, il est produit dans des usines par des bactéries. Il se présente sous la forme de chaînes courtes et de chaînes longues qui sont reliées entre elles par des ponts au moyen d'éléments qu'on appelle les agents réticulants. Cette réticulation va permettre aux acides hyaluroniques d'être stables, un peu plus stables dans le temps, car sinon leur tendance naturelle est à disparaître. Plus cette réticulation est élevée, plus le produit est stable, plus il résiste aux enzymes et va donc perdurer dans le temps. De même, plus cette réticulation est élevée et le nombre de chaînes élevé, et nous allons avoir un produit de plus en plus volumateur. En fait, c'est un peu une cuisine dans laquelle il y aurait des spaghettis pour les chaînes longues, des coquillettes pour les chaînes courtes, et du fromage pour les agents de liaison qui assurent la liaison entre tout cela. Et donc, de l'importance des uns et des autres, de manière respective, on va obtenir une pâte plus ou moins molle, plus ou moins volumatrice, et qui va plus ou moins résister dans le temps. Ces agents de réticulation sont détectés par l'organisme comme étant des éléments intrus. Il faut donc, lorsqu'ils sont nombreux, injecter les acides hyaluroniques dans lesquels il y a beaucoup d'agents réticulants en profondeur, là où la vascularisation des tissus est moindre et où les cellules auto-immunes susceptibles de les repérer sont moins nombreuses. Les acides hyaluroniques absorbent également avec facilité l'eau. Cela varie d'un acide hyaluronique à l'autre. Ainsi, en complément du volume apporté par l'acide hyaluronique, il va y avoir une augmentation de volume, secondaire au fait que cet acide hyaluronique se comporte comme une éponge qui va gonfler. Je m'explique. Si je traite un creux en le comblant à 100%, et que dans les suites, l'acide hyaluronique se gonfle un petit peu avec de l'eau, eh bien je vais passer d'une situation où j'avais un manque, un creux, à une situation où j'aurai un excès. Un autre phénomène qu'il faut avoir à l'esprit peut participer à cette perturbation des résultats. Lorsque l'acide hyaluronique est injecté, il peut être responsable d'un barrage au drainage veineux et au drainage lymphatique. Il va donc y avoir une stase veineuse et lymphatique qui va être, elle aussi, à l'origine d'une augmentation du volume relatif à proximité de l'acide hyaluronique, qui peut nous faire passer là aussi d'un creux à un excès. En conséquence, il faut être particulièrement prudent, si ce n'est la première fois, et qu'on ne connaît pas les réactions du patient, et privilégier de sous-corriger. Même si cela fait que vous êtes un peu déçu au sortir de la première séance, il vaut mieux sous-corriger à 70%, laisser 4 à 6 semaines pour voir comment l'acide hyaluronique se comporte dans votre cas, et éventuellement vous revoir ultérieurement et compléter pour obtenir un résultat satisfaisant, comme par exemple ici, dans des cernes. Alors ils peuvent également boucher des vaisseaux, et là c'est beaucoup plus ennuyeux. En effet,
si de l'acide hyaluronique se retrouve à l'intérieur d'une artère, eh bien celle-ci peut se boucher. Il peut également se passer que si elle ne se bouge pas à l'endroit de l'injection, de l'acide hyaluronique chemine à l'intérieur de l'artère, puis aille se bloquer beaucoup plus loin, parce que le diamètre de l'artère a diminué, pour entraîner là un problème également très grave. La plupart du temps, cela arrive dans des zones au niveau desquelles les conditions anatomiques ont été modifiées. En effet, il est impératif de connaître le trajet des artères, la profondeur à laquelle elles se situent, pour éviter, justement, au moment de l'injection, toute effraction. Lorsque cela donc se modifie, comme par exemple dans le cadre d'une chirurgie esthétique du nez, eh bien on peut être amené à avoir des complications tout à fait graves, comme celles que vous voyez ici, pour lesquelles le traitement est très compliqué. Toutefois, il faut garder en tête que lorsque l'on fait les choses de manière raisonnable et avec prudence, comme vous pouvez voir sur cet exemple, les résultats sont parfaitement au rendez-vous et sans problème. Cela nous amène maintenant à parler des injections. Alors avant les injections, bien entendu, il faut remettre un document d'information qui va évoquer les complications et les conditions dans lesquelles il ne faut pas injecter d'acide hyaluronique. Une fois cela fait, le jour de l'injection, celle-ci peut être réalisée soit avec des canules, soit avec des aiguilles. Les canules ont cet avantage qu'elles ont un bout qui est mousse et qu'elles sont longues, ce qui fait que globalement le risque de léser un vaisseau est moins important et en utilisant un seul point d'entrée, on peut ainsi rayonner et atteindre différentes zones. Toutefois, ce n'est pas parce que l'extrémité est ronde et moins dangereuse qu'il faut avoir la main lourde. Là aussi, il faut être léger et bien connaître son anatomie. En ce qui concerne les aiguilles, c'est le mode d'injection le plus ancien. Entre les mains de certains, elles ne présentent aucun inconvénient, aucun danger, parce que l'anatomie est bien maîtrisée et que la prudence est de mise. Elles sont, de plus, indispensables dans certaines régions, comme par exemple les tempes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il peut y avoir des problèmes dus à la présence d'acide hyaluronique qui va entraîner dans une artère un problème de vascularisation des tissus en aval. Eh bien, il faut avoir impérativement, à proximité, l'enzyme qui permet de détruire l'acide hyaluronique, la hyaluronidase, et donc, si dans les suites d'une injection apparaissent des signes qui nous font craindre qu'effectivement il y a un problème, eh bien il faut diffuser dans toute cette région beaucoup d'hyaluronidase pour détruire l'acide hyaluronique et déboucher les artères. Voyons maintenant la stabilité dans le temps de l'acide hyaluronique. Eh bien c'est relativement simple. C'est essentiellement, avec des variantes personnelles, les contraintes mécaniques qui vont s'exercer dessus, qui vont réguler la durée. Je m'explique. Si on injecte un acide hyaluronique très réticulé, en profondeur, à distance des zones de mouvement, il est clair qu'il va durer longtemps, c'est-à-dire en moyenne 18 mois à 2 ans. À l'inverse, si on utilise un acide hyaluronique peu réticulé, en surface, à proximité des zones de mouvement, dans lesquelles il peut être fragmenté et offrir une surface plus importante à l'action des enzymes, eh bien il va être moins stable dans le temps, et la durée d'efficacité va varier en fonction des régions et des patients, de 3 mois à 1 an. Cela se vérifie en particulier au niveau des lèvres, qui présentent la particularité d'être très mobiles. Là, il faut distinguer 2 cas. Les femmes jeunes, chez lesquelles la peau des lèvres et la muqueuse est encore très tonique. Ce qui fait que lorsque l'on veut injecter de l'acide hyaluronique pour modifier la forme ou augmenter le volume, celui-ci va se trouver comprimé à l'intérieur. Ce faisant, il va être l'objet de la sollicitation des contraintes mécaniques de manière importante et il va se fragmenter beaucoup plus rapidement. C'est la raison pour laquelle, chez les femmes jeunes dans les lèvres, la durée n'excède en général pas 3 à 6 mois. À l'inverse, chez les femmes moins jeunes, chez lesquelles la peau et la muqueuse sont relâchées, même si ce n'est pas le bon traitement, il vaut mieux préférer le lifting de la lèvre supérieure. Si on souhaite redonner du volume, modifier la forme, eh bien, l'acide hyaluronique injecté va être moins sous pression, il va donc être moins sollicité par les contraintes mécaniques, moins fragmenté, et il va être plus stable dans le temps. Revenons maintenant à nos coquillettes, nos spaghettis et notre fromage. En fait, selon la manière dont ils sont mixés, on peut décrire en gros 3 gels. Et avec ces 3 gels, nous allons voir en gros quels sont les 3 types d'utilisation de ces acides hyaluroniques. Commençons par les gels très réticulés. Nous avons vu donc qu'ils étaient très volumateurs et que parce qu'ils étaient repérés par l'organisme, il fallait les injecter en profondeur contre l'os pour donner du volume. Eh bien, comme nous le voyons dans ce cas, si par exemple c'est injecté contre l'os au niveau de la pommette, dans le cas d'une perte de poids, ici, on peut obtenir une amélioration de l'aspect. Dans ce second exemple, au niveau du menton, on peut soit
symétriser, soit augmenter le volume. Dans cet autre exemple, l'injection a lieu au niveau des tempes et elle permet de redonner une plénitude lorsque celle-ci a disparu. Ici, comme vous le voyez, devant les bas-joues, en comblant le petit creux, eh bien, celle-ci, la bas-joue, est moins visible et elle se confond dans la ligne de l'ovale du visage, même si malheureusement elle l'alourdit, mais c'est un autre problème. À l'opposé, il y a les gels très peu réticulés. Ils sont, ceux-là, peu repérés par l'organisme et on peut donc les utiliser dans la partie très superficielle de la peau qui est très bien vascularisée. Ils vont être utilisés, par exemple, dans le cas ici, pour combler des rides ou des ridules secondaires à l'action des muscles de la mimique. Ils peuvent également être utilisés dans la partie superficielle des plis et des sillons, ici des sillons nasogéniens, en complément de l'utilisation des gels moyennement réticulés en profondeur. Ces gels peuvent également être utilisés en complément avec des produits de mésothérapie pour réaliser ce qu'on appelle un bionitrolift, mais nous en parlerons peut-être ultérieurement. Alors, entre ces deux extrêmes, il y a les acides hyaluroniques moyennement réticulés. Ce sont vraisemblablement ceux qui sont le plus utilisés. Ils sont peu réticulés, donc ils sont faiblement détectés, mais globalement, il faut quand même, par prudence, ne pas les utiliser dans la partie trop superficielle de la peau. Nous allons donc, par exemple, les utiliser ici, dans le cas des cernes, pour pouvoir les combler et obtenir un aspect moins fatigué. Nous le voyons également dans cet autre exemple de cerne, avec un résultat tout à fait satisfaisant. Cela peut également être utilisé, comme nous le voyons ici, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, au niveau des sillons nasogéniens pour les estomper. De la même manière, cela peut être utilisé au niveau des plis d'amertume, comme vous le voyez ici, pour également les estomper. D'autres demandes sont le fait de patientes plus jeunes et elles concernent essentiellement les lèvres et le nez. Sur ce premier exemple, nous avons ce qu'il faut obtenir, c'est-à-dire des modifications subtiles. Ici, c'est le dessin de l'ourlet qui est modifié avec une très légère augmentation de volume. Sur le cas suivant, ici, c'est une augmentation de volume sensiblement plus importante, mais toujours subtile, de manière à ce qu'elle ne soit pas détectée comme étant non naturelle. Ensuite, nous avons donc l'usage des acides hyaluroniques dans ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les rhinoplasties médicales. Cela peut être utilisé, dans ce premier exemple, pour par exemple prolonger la forme du nez vers le haut et donner un aspect moins massif, alors qu'en fait, il y a plus de volume. Cela peut être utilisé dans ce second exemple, lorsque sur le profil, il existe une forme un peu concave vers le haut et que l'on souhaite la modifier pour avoir une ligne un peu plus directe. Cela peut également être utilisé, comme ce dernier exemple, pour estomper une bosse en mettant du volume dessus, dessous, de manière à la fondre dans la ligne de profil, avec un résultat très satisfaisant. Voilà, tout n'a pas été dit, mais je pense que l'essentiel a été abordé. J'espère que vous avez passé un moment agréable, que vous avez appris des choses intéressantes. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pourrez trouver le texte et les photos de cette présentation sur mon blog, dont le lien est dans la description. Vous pourrez également aller sur mon site internet, dans la partie qui est consacrée à l'acide hyaluronique et à ses indications. Vous pouvez également, je vous engage à le faire, à aller sur ma page YouTube pour regarder les autres vidéos de médecine esthétique, ainsi que celles, bien entendu, dédiées à la chirurgie. Vous pouvez également aller sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram et par l'intermédiaire de l'ensemble de ces éléments, poser des questions, faire des commentaires. J'hésiterai pas à y répondre, ce sera avec plaisir. Suggérer d'autres sujets, si cela vous vient à l'esprit, et liker et partager. Voilà, je vous remercie.